chère Elisabeth, Monsieur le Président de la NOM, Mesdames, Messieurs, cher Claude Lorrain, la République a enfin décidé de vous honorer. Il était temps. Cela vient compléter la médaille d'or qui vous a été remise par le ministre de l'Intérieur en 2012. Vous avez choisi l'hôpital Sainte-Anne pour cette cérémonie où vous avez exercé comme psychologue des hôpitaux de 92 à 2012, en particulier dans le service de Françoise Gorog. Et vous avez plus encore fréquenté cette bibliothèque dénommée Henri Hay, lequel n'a pas été chef de service à Sainte-Anne, mais venait ici, en petit comité, présenter ses patients qu'il amenait de l'hôpital psychiatrique de Bonneval en ambulance avec ses infirmières. C'était le type même de l'enseignement, de l'enseignant de fait, si ce n'est l'enseignant de droit. Et peut-être, cette bibliothèque a été choisie aussi en souvenir de la revue Nervure, qui vous a ouvert ces pages pour de nombreux de vos écrits. Vous avez produit au moins 25 ouvrages. Quant aux articles, on ne peut pas les compter. Quand on se penche sur votre CV, on ne s'attend pas à y découvrir tant de richesses. Et la question est, qui êtes-vous, Claude Lorrain? Docteur en psychologie, docteur en philosophie, docteur en lettres et sciences humaines, enseignant, maître de conférences à l'université de Grenoble, puis professeur à l'université de Reims. Mais surtout passeur de savoir-faire, formateur en psychodrame existentiel, directeur de collection aux éditions L'Harmattan et animateur de nombreuses prestations dans les médias, radio, télévision, journaux. Qui êtes-vous, Claude Lorrain? Pas vraiment freudien, pas vraiment lacanien, pas psychiatre, encore que. Il faut aller chercher ailleurs que dans votre CV. Vous poussez dans vos retranchements pour apprendre que vous avez débuté comme biochimiste et biophysicien, carrière interrompue de votre fait par votre refus de vous rendre en Terre Adélie, où on vous envoyait étudier la physiologie des pingouins des albatros pour une durée d'au moins 2 ans. Sans doute, vous m'avez dit, à une époque, on vous a dissuadé de faire état de cet aspect purement scientifique de votre formation. Ce n'était pas la mode, alors qu'aujourd'hui, c'est justement la pluralité des origines qui est fortement mise en valeur. On comprend mieux comment vous êtes devenu chercheur, avant tout, vrai chercheur, jamais satisfait. De là vient peut-être votre statut de globe-trotteur qui parcourt incessamment le monde, les Amériques, du Grand Nord au Chili pour y rencontrer des collègues et faire des conférences, au Japon, en Australie, en Chine. La médaille revient peut-être un peu à votre femme Catherine qui a dû vous supporter tout cela. Encore que le fait qu'elle travaille aussi comme ingénieure à Air France vous a peut-être aidé à voyager. Et à ce moment-là, faire de belles rencontres. C'est ainsi que vous avez été un des premiers invités officiels en Chine et en Russie. Impossible d'énumérer ici la liste impressionnante des pays où vous avez rayonné. Qui êtes-vous, Claude Lorrain? Un surdoué des langues, passionné très tôt par Sándor Ferenczi. Vous partez très jeune en Hongrie, vous apprenez l'hongrois, lire et écrire. Vous y fréquentez les bibliothèques et les librairies pour retrouver ces premiers écrits que vous finissez, non sans effort, à faire publier en France dans votre traduction. À cette occasion, vous multipliez les rencontres, certaines approximatives, comme avec Lacan, vous n'êtes pas le premier, et d'autres réussies, notamment avec Pierre Aulagnier, seule femme et seule psychanalyste, à avoir son nom sur un des pavillons de Sainte-Anne. Peut-être que cela nous rapproche. Pourquoi cette filiation ininterrompue avec Sándor? Le hongrois, c'est peut-être ce qui vous rapproche des Gorog. La vie scandaleuse de Ferenczi, cet enfant terrible de la psychanalyse, qui prit comme maîtresse une femme mariée, puis sa fille. En tout cas, l'un des concepteurs du contre-transfert, de la compulsion de répétition et de l'identification à l'agresseur, quelle actualité aujourd'hui. Mais aussi l'adepte de la psychanalyse active, il a dit, donc certains risquent de se retrouver ici,
le meilleur psychanalyste est un patient guéri. C'est ainsi que vous créez et introduisez le psychodrame existentiel à l'hôpital, issu d'une complémentarité entre Ferenczi et Sartre. Technique basée sur le réel, l'avenir du sujet et son potentiel. Qui êtes-vous? En tout cas, vous êtes fidèle à ceux que vous estimez, qui vous ont enrichi. On croise ainsi René Major, Roland Barthes, Anzieux, Toby Nathan, Elisabeth Roudinesco, D'Eugène, René Top. Vous êtes aussi un humoriste, par moments assez rigolo. Vous traitez durement le docteur Lacan, que vous comparez à un gourou, provocateur, entouré de ses turifégiens, je n'arrive même pas à dire le nom, Ferrer, et surtout provocateur quand il assène, castration symbolique oblige, la femme n'existe pas. Vous lui répondez, à votre façon, provocateur, surréaliste, Lacan est lesbienne. Et comme Lacan aime les femmes, il est donc lui-même femme, et comme les femmes n'existent pas, Lacan n'existe pas. Bravo, Claude Lorrain, pour le sophisme. Si vous êtes sévère avec les imposteurs intellectuels, vous manifestez du sérieux scientifique, notamment quand vous proposez démonstration à l'appui, une troisième topique. Votre démarche est honnête. En 2014, vous publiez un livre, Le dur métier de psychologue, où vous décrivez les lourds patients que vous avez soignés, y compris vos échecs. Mais en 2018, progrès notable, vous publiez Le beau métier de psychologue, le dur métier au beau métier, où vous démontrez la pertinence et les limites de votre travail de psychodramatiste à travers des soixantaines de séances où vous voyez exactement comment vous travaillez. Avant de terminer, j'ai une requête à vous faire. Il me semble que vous vous intéressez à la psychologie de la conquête spatiale. Rien ne vous arrête. Et à celle notamment des astronautes et principalement des équipes qui vont se rendre sur Mars. Demandez-leur, s'il vous plaît, si des êtres là-bas communiquent avec nous, cela me permettra d'alléger le traitement de certains de mes patients que je bourre encore de neuroleptiques. Qui êtes-vous, Claude Lorrain? Un chercheur et un soignant avant tout, mais un soignant libre de toute contrainte. C'est pour toutes ces raisons, Claude Lorrain, qu'au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre national du mérite. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis. C'est avec une vive émotion que je remercie le docteur François Caroli, officiant aujourd'hui sous les plis d'un drapé de grandeur en présence de Madame Elisabeth Roudinesco, dont tout le monde connaît et apprécie la réputation intellectuelle mondiale. Merci également à Monsieur Jean-Luc Chassagnol d'avoir permis cette cérémonie dans ce haut lieu de la psychiatrie française. Un mot sur le titre. Il y a certes dans le titre de chevalier dans l'ordre national du mérite quelque chose de grand, mais vous me voyez, sans char, sans canasson, sans flèche, sans carquois, laissant aux argonautes le soin d'atteindre la mer Égée puis l'Olympe, et à Glaucos, fils de Minos et de Pasiphae, le drame de se noyer bêtement dans une jarre de miel. Autant dire que le temps du mérite n'est ni celui d'une gloire, ni celui de la grâce. Aussi suis-je réellement impressionné et ne puis masquer mes émotions sous un masque d'indifférence. En maternelle, je n'ai jamais eu le prix de l'obéissance, et sur les manèges, j'avais du mal à attraper les pompons. Adolescent, je n'ai pas non plus fait ma communion solennelle, alors aujourd'hui je me rattrape. Mais vous savez, on grandit,
On est toujours loin de toucher le ciel et cet honneur me confirme qu'il faut rester à proximité du monde des choses et des êtres. En outre, ce sont toujours les autres qui désignent les mérites que nous avons. Et comme chacun sait, les autres, c'est une partie de l'enfer. Alors, aucun de mes mérites évoqués n'a surgi dans la solitude et sans l'aide précieuse de mes peurs, de mes pères qui furent nombreux. Bravo pour le lapsus. Bien. Parmi les tout premiers à m'initier à la psychopathologie et à différentes formes de soins, il y eut bien sûr les docteurs Georges Daumaison, Lantéry Laura et Jacques Lacan, dont j'ai suivi les présentations cliniques et les séminaires, ici les présentations cliniques qui avaient lieu en Henri Roussel. Puis ensuite Lucien Bonafé, Tony Lenné, dans le service duquel j'ai commencé ma carrière, Jean-François Reversy, qui a été pionnier et chef de file des structures intermédiaires en France, Bernard Rivière pour sa formation à l'hôpital de Dreux, et parmi les psychanalystes, André Green, Pierre Aulagnier, Paul Lemoine, Didier Anzieux, Toby Nathan, des personnes très diverses, et bien sûr François Caroli qui, entre autres, accueillit, comme il l'a dit tout à l'heure, plusieurs articles dans la revue Nervure qu'il dirigeait. Je n'oublie pas mon ami fidèle René Major, et non plus Pierre Kaufmann. Certains parmi vous ont eu maille à partir avec lui aussi, grand spécialiste des mots d'esprit, qui avait coutume de dire aux doctorants infatués, vous savez, cela ne retire rien au mérite que vous pourriez avoir si vous en aviez. Que soit remercié aussi le docteur Jacques Postel, qui est préfacier de mon premier livre, Schandorf-Ferenczi, les premiers écrits, et qui m'a écrit un mot adorable, et qui n'a pu se libérer aujourd'hui, mais il est présent en pensée avec nous. Ainsi que je remercie également tous les membres et amis de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, dont Mme Elisabeth Roudinesco est la présidente et qui m'honore aujourd'hui de sa présence. Un mot de l'invasion des yin-yin. Je ne puis citer ici de façon exhaustive tous ceux dont j'ai épousé les pas. Juste le temps de m'en inspirer, et je prie de m'excuser, ceux dont la mémoire m'échappe. Formés par, vous l'aurez compris, des magistères, sinon opposés du moins disparates, je reste trop indiscipliné pour être un disciple accompli. Nul n'est parfait, je ne suis pas un yin-yin. Je ne suis ni épicurien, ni cicéronien, malgré ma passion pour ces philosophes, ni totalement freudien, en tout cas pas affilié, ni kleinien, jungien, winnicottien, ni même lacanien, comme l'a rappelé le docteur François Caroli tout à l'heure, malgré l'estime que je porte à ces grandes figures de la pensée. J'ai en effet une passion pour Schandorf-Ferenczi, et personne n'est ferenczien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de ferenczisme. Pour avoir longtemps travaillé avec des scientifiques comme Georges Charpak, Pierre-Gilles de Gênes et le matheux René Thom, je puis affirmer sans ostentation qu'aucun chercheur digne de ce nom ne revendique jamais d'être einsteinien ou borien ou planckien ou heisenbergien au prétexte qu'ils ont intégré ce savoir à la relativité restreinte, générale ou à la mécanique quantique. Et je dis cela parce que nos sciences humaines sont hélas atteintes d'une grave maladie d'idéalité, et trop de maîtres à penser sont souvent vénérés par des zélateurs qui sont ce que j'appelle des yin-yin. Il n'y a parmi ceux qui étudient la physique aucun culte de la personnalité, aucune idéalisation et endoctrinement fanatique comme ceux qui ravagent les sciences humaines et dont nos patients et nos étudiants font souvent les frais. J'apprécie le docteur Caroli pour sa pensée, ses écrits, ses actions, et il n'y a pas plus de disciples caroliens que de carolingiens. Idem pour Elisabeth Roudinesco, il n'y a pas de roudinesquiens, mais seulement des personnes qui apprécient ses recherches, ses livres et les travaux de la Société internationale dont elle est présidente. Elle aussi fait partie des personnes préférant plutôt ouvrir leur esprit qu'un livre sacré. Au diable donc les maîtres à poncer,
qui, pour vous adouber, vous ferait bouffer du cirage pour briller en société et paraître plus reluisant, même si cela me valut plusieurs sérieuses inimitiés. Rétif à tout endoctrinement, je préfère les mettre à vivre, et j'ai souvent fui les cénacles pour prendre l'école buissonnière ou le maquis. L'empereur Claudius. Je voudrais dire à quel point je suis redevable à l'héroïque maquisard FFI que fut mon père. Sans doute me suis-je nourri de son exemple de résistant. Il m'a prénommé Claude et m'appelait Claudius, comme l'empereur romain qui succéda à Caligula, lequel était un vrai fou. Caligula, de nos jours, à mon avis, serait certainement hospitalisé d'office en psychiatrie pour avoir, entre autres, nommé son cheval membre du Sénat romain. Claudius prit la relève. Il était boiteux et claudiquait. Je crois en la signification existentielle des prénoms et j'ignore si c'est un mérite d'être incapable de marcher droit et d'emboîter le pas à des doctrinaires de façon panurgique. Beaucoup de yin-yin me trouvèrent souvent excentrique, boiteux et un peu tordu. Et un certain nomadisme existentiel et le goût des autres à travers mes voyages m'a en effet protégé du culte des Esculapes, si drôlement raillé par Molière dans Le Malade imaginaire ou Le médecin malgré lui. Curieusement, question empereur, ma mère a récidivé ensuite. Mon frère se prénomme Marc-Antoine. Pas de quoi donc être en mal de reconnaissance. Les patients. Les mérites que je reconnais sont d'avoir transmis ma passion à mes étudiantes, dont quelques-unes sont ici présentes, et d'avoir sauvé quelques patients ici à Sainte-Anne. Un patient me dit un jour « Aidez-moi, et j'aiderai le ciel ». Je me suis efforcé de lui redonner le souvenir de ses joies perdues, et il a cessé d'avoir, comme il le disait, de la fuite dans les idées. Il est difficile d'être confronté aux âmes en perdition qui vous plongent dans leur torpeur hypnotique. Il faut pourtant aider ceux qui, l'esprit fractalisé, la mine terreuse, basculent dans le vrac d'une nuit sans fin et qui veulent mourir par manque de savoir-vivre. Les suicidaires, j'ai souvent fait en sorte qu'ils se tuent à la tâche de survivre. Et quand ils ne pouvaient pas tourner la page, je les aidais à la déchirer. Toutefois, même de façon chevaleresque, il serait cavalier de ma part de prétendre avoir compris quelque chose aux grandes folies qui mènent le monde, et je sais peu de choses de ce qui mène les fous à leur triste destin. Je conçois mon métier comme celui de serrurier. Il faut souvent essayer tantôt une clé, tantôt une autre, et sans forcer. De plus, il n'y a pas qu'une seule serrure. Alors, autant avoir un bon trousseau. Et puis, la psychanalyse du maître viennois n'ouvre pas tous les cadenas. Elle n'est pas un passe-partout, et surtout, il n'y a pas qu'une seule geôle. Je n'ai pas l'arrogance de croire avoir sauvé des milliers d'âmes humaines. Pour certains, j'ai seulement mis un peu d'ordre dans leur chaos existentiel, mais après tout, la folie est-elle le plus grand des maux? Dans un monde qui déjoue la vérité et qui met au pouvoir des gens dont le mensonge et l'éloquence sont le métier, on peut parfois en douter. Le psychologue est-il lui-même à l'abri des passions? Certes non. La tranquillité de l'âme est pourtant, normalement, nécessairement son apanage. Un psychologue doit s'efforcer d'être professionnel et, pour cela, d'éviter la souffrance morale, ce qu'on appelait autrefois l'ataraxie, et la souffrance physique, qu'on appelait l'aponie. Ces valeurs sont la droiture, la congruence, l'honnêteté et le goût de la civilité. Il doit distinguer la folie des sages de la sagesse des fous. Je n'aurais pas pu être ambassadeur ou archevêque, chacun son métier. Mais j'aurais aimé être astronaute. Les personnes d'exception que j'ai également en haute estime et que je rencontre depuis quelque temps sont des astronautes. Ils ont beaucoup à apprendre aux simples terriens. Leur leçon, à l'entraînement, en mission, toujours faire face, ne jamais se plaindre, déjouer toute faiblesse physique ou mentale, ne pas être stressé pour un rien. Ah, le stress, partout le stress, ce pseudo-mal du siècle. Ne pas se laisser accabler par des événements impromptus, ne pas blâmer les autres, être physiquement et psychiquement au top, risquer sa vie pour 1000 choses héroïques. Tous ceux que j'ai rencontrés, la dernière étant Claudie Aignoret, la première femme que j'ai rencontrée, la première femme qui est partie dans l'espace en France, française, eh bien, tous pratiquent la minoration stoïcienne et sont l'incarnation vivante, physique et morale, des philosophes du portique.
Il y a du Sénèque chez Buzz Aldrin, de l'Épictète chez Thomas Pesquet, et avant lui, du Marc Aurèle chez Youri Gagarine. Être honoré suppose d'être honorable et de servir l'exemplarité en matière d'autonomie et d'indépendance. Et à mes yeux, les astronautes incarnent cet idéal intellectuel, émotionnel et constitutionnel. De fait, l'honneur qui m'est rendu aujourd'hui n'est qu'un point de départ et non une fin en soi. En m'inspirant des philosophes du jardin et de ceux du portique qu'incarnent les astronautes, je continue dans l'institut que j'ai créé à distinguer les douleurs qui ne dépendent pas de nous de celles qui dépendent de nous dans la vie. Il ne dépend pas de nous, par exemple, d'être malade ou handicapé, mais il dépend de nous de faire quelque chose de nos handicaps et de nos maladies. Il dépend de nous focaliser ou de rester obsédés en permanence par nos souffrances, ou au contraire, de ne laisser à nos douleurs qu'une place mineure et relative. Les malades de Sainte-Anne ont peut-être plus besoin, vous me direz, docteur Caroli, plus besoin du manuel d'Épictète que d'Anafranil, des lettres à Lucilius de Sénèque que d'Aldol et d'anxiolytiques à haute dose. Je propose de développer ici, autant pour la formation des infirmières du centre Virginie Olivier que dans les secteurs médicaux qui auront recours au service de l'institut que je dirige, toutes les techniques développées rendant possible le vouloir et pas simplement le simple désir. Le psychodrame existentiel repose sur le principe stoïcien que Sartre a énoncé en cette formule « Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on peut ». Encore faut-il savoir que chacun de nous peut vouloir et que c'est ce vouloir qui régule les représentations mentales que nous avons de nos épreuves et de nos douleurs. Il n'y a pas d'existence objective de la douleur physique et mentale, mais une réalité subjective, et c'est même pour cela qu'on vous demande, quand vous allez aux urgences, d'estimer votre douleur entre 0 et 10. Les astronautes sont bien placés pour savoir que l'on fait de la douleur ce que l'on veut qu'elle soit. Un peu d'humour quand même, tout n'est pas si austère dans le travail des psychologues, et s'il y a un mérite à être confronté aux psychoses, il faut reconnaître que certains patients ne manquent pas d'humour. Ainsi, une malade ayant d'abord affirmé que, je cite, sa rue avait changé d'adresse, m'a dit à propos de son hospitalisation « J'ai été malade à cheval sur 2 mois. Ensuite, contre mon gré, j'ai été au lit avec le docteur pendant 1 semaine et finalement ça m'a fait du bien. » Une autre qui prétendait n'avoir qu'un problème, je cite, à la glande tyrolienne, m'a dit au téléphone « Mon mari doit partir chez les fous, je l'envoie tout de suite chez vous, à votre bureau. Il doit voir un psy pour savoir si c'est la peine de voir un psy. » Cette patiente s'est tournée vers les médecines douces avec des infusions et elle se soigne maintenant avec des feuilles de maladie. Quant à son fils, qui ne reçoit plus d'aide financière de l'État, elle m'a dit absolument furieuse qu'on lui avait coupé les bourses. Une des vertus qu'il faut peut-être tenter de mériter est justement de rendre la matière grise plus rose pour que nos malades aient moins d'idées noires. Et pour répondre à votre question concernant les martiens avec lesquels s'entretient vos malades, cher docteur François Caroli, répondez-leur par exemple ceci qui les rassurera s'ils sont eux aussi dans un état d'apesanteur. Je connais un très bon restaurant sur Mars, c'est un restaurant de fruits de mer, sa spécialité est la palourde, avec le patron, c'est E.T., donc l'extraterrestre, et sa spécialité, c'est des spaghettis. Et son adresse, c'est Salvatore Alien 2. Épilogue. Dans ce lieu magnifique qu'est la bibliothèque Henriet, habité par tant de célébrités, maintes théories scientifiques se sont confrontées et succédées au cours des siècles. C'est bien dans le calme chuchoté d'aussi belles alcôves que l'énergie créatrice bouillonne. Un dernier mot pour finir, concernant le plus grand mérite que je me reconnaisse. C'est celui d'avoir trouvé et gardé l'amitié de beaucoup d'entre vous ici. Et croyez-moi, c'est cela qui m'est extrêmement précieux. Ensuite, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer dans ma vie une personne que j'appelle une belle personne, qui est une femme admirable, intelligente et ravissante, nommée Jolie Catiouche, qui est dans mon cœur, mais qui est là aussi présente parmi nous, et avec qui je partage très grandement le mérite de cet insigne.
Enfin, encore un grand merci à mon parrain, le docteur François Caroli, à Madame Elisabeth Roudinesco et à Monsieur Jean-Luc Chassagnol, car aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle page de ma vie qui va s'écrire grâce à vous. Et maintenant, permettez que je vous invite à faire peut-être une photo tous ensemble avant que vous ne vous sustentiez de champagne et de petits fours. Je vous remercie de votre attention.